justice. Il apporte une nouvelle page à la merveilleuse histoire du cyclisme, la légende des cycles, disait Blondin, avec ce livre, La fabuleuse histoire du Grand Prix des Nations. Didier Béautis, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur TV Liberté. On va parler dans quelques instants de ce Grand Prix des Nations. Les plus anciens doivent connaître ce Grand Prix des Nations qui a fait palpiter les cœurs de millions et de millions de personnes depuis 1932. Mais je voudrais, avant vous interroger, tout d'abord sur l'actualité et, j'allais dire, cette conclusion. Le Tour de France, 4,5 millions de téléspectateurs pour la première victoire d'Alaphilippe. C'était le dimanche 30 août. Le cyclisme, même en période de crise sanitaire, eh bien c'est encore et c'est toujours un énorme succès. Il est heureux que le Tour de France ait pu partir. Arrivera-t-il? On le souhaite tous, mais c'était un enjeu que les organisateurs, avec évidemment l'accord des pouvoirs publics, ont obtenu. Et effectivement, une victoire française, ça fait vibrer les cœurs de nombreux Français. Alaphilippe, il a le maillot jaune, il va le garder longtemps. Je ne pense pas qu'il va gagner malheureusement, parce que quand on a le maillot jaune trop tôt dans une course à étape de 3 semaines, eh bien on s'épuise et quelquefois on le laisse au profit de quelqu'un qui s'est davantage réservé pendant la course. Mais ceci dit, Alaphilippe, il mérite notre admiration à tous. Qu'est-ce qui explique le succès du cyclisme, notamment du Tour de France, et puis anciennement du Grand Prix des Nations? C'est simple. Je crois que tous les Français, on a tous fait du vélo ou du tricycle, on s'est tous imaginé en vainqueur du Tour de France, donc on se reconnaît en mieux, évidemment, dans les coureurs. Et puis il y a la caravane publicitaire qui attire beaucoup, il y a les grandes nationales. Le Tour de France est très regardé à la télévision, dans les maisons de retraite. On met toujours dans les maisons de retraite le Tour de France pour tous les résidents, parce que ça permet aux gens de voir leur région d'origine, de passer sur les chemins, de reconnaître les églises, les grands monuments. Donc c'est quelque chose qui est profondément français, le Tour de France. C'est à la fois international, mais ça reste très français. Alors, vous avez écrit en 2019, c'est un ouvrage précédemment à celui-ci, Les Lanternes Rouges du Tour de France. Alors, c'était un regard assez iconoclaste, bien sûr, sur la grande boucle, puisque vous aviez le regard porté sur non pas ceux qui ont gagné, qui sont sur le podium, avec maintenant une dame et un monsieur, ou deux messieurs, je ne sais plus, mais vous expliquez, vous, eh bien, que l'ensemble des coureurs du Tour de France, eh bien, c'est un effort incroyable, c'est une qualité insoupçonnée. Oui, le dernier du Tour de France, c'est pas le quinquagénaire sur un vélo de facteur. C'est un coureur qui, par le jeu des équipes, de la place qu'il a, est condamné à se sacrifier pour son chef de file. Alors il suffit qu'il soit retardé par une crevaison, il n'est pas attendu, bien entendu, il arrive dernier. Mais depuis très longtemps, le dernier du Tour de France est repéré, notamment ce sont les journalistes qui sont allés interroger les derniers. C'est le pauvre petit régional qui raconte qu'il a beaucoup souffert, mais qui va être reçu dans son village avec beaucoup d'honneur. Et on se bat pour être dernier. Alors, on ne prend pas le départ du Tour de France pour être dernier. On prend le départ du Tour de France soit pour être chef de file, pour gagner des étapes, ou pour aider, pour être domestique, comme on dit. Mais être domestique, c'est domestique, c'est équipier. Voilà, c'est un mot qui n'est plus employé, mais appelons un chat et un domestique un équipier. Donc, il vaut mieux être dernier qu'avant-dernier ou perdu dans le classement, parce que on se fait une petite notoriété. Ça attire les journalistes, ça attire la foule. Ça plaît pas beaucoup aux organisateurs, parce que jouer à être dernier, c'est pas très très glorieux quand on organise une course. Mais le dernier, il a sa petite part de gloire. Mais rassurez-vous, l'année suivante, il disparaît. Quand il rentre quand il fait des progrès, il disparaît. On s'intéresse au dernier et après il est vite oublié. Didier Béautis, le cyclisme est un sport qui a été, bien évidemment, on le sait, éclaboussé par les scandales, notamment les scandales de dopage. Alors, souvent, j'entends les défenseurs du vélo, ils sont nombreux, ils évoquent facilement une forme d'acharnement, disent-ils, contre un sport qui est un sport populaire. Est-ce que vous les suivez sur cette... Écoutez, le cyclisme, avec la boxe, est un des sports de compétition les plus difficiles. Lorsqu'il pleut sur un terrain de football, on annule le match de football. Quand il pleut, quand il neige, quand il grêle, la course, elle a lieu. Elle est quelquefois annulée, quelquefois amputée des derniers kilomètres, mais elle a lieu. Donc, et puis le Tour de France, même maintenant, à une époque c'était plus de 4000 kilomètres, maintenant c'est un petit peu moins, c'est quand même 20 jours de 100 km, 200 km par jour. Donc c'est quelque chose de très difficile. Et à la limite, évidemment, je suis contre le dopage, mais j'excuserais davantage ceux qui prennent des remontants
quand ce sont des cyclistes, plutôt que quand ce sont des footballeurs qui sont sur le terrain pendant 1h30. Mais pourtant, dans le tennis, il y a du dopage, c'est avéré. On Oui, en parle bien sûr. moins. Ben Dans le oui, football bien aussi. sûr. Pourquoi on en parle moins Bien dans sûr. le football que dans le cyclisme? Ben écoutez, je dirais sans doute peut-être qu'il y a des enjeux financiers. On en arrive, si vous le voulez bien, et je suis sûr que vous le voulez bien, parce que c'est votre ouvrage, au Grand Prix des Nations. Alors celui-là, ce Grand Prix des Nations, il a rythmé la vie des Français depuis 1932. Ça symbolise quand même l'âge d'or du vélo. Tout à fait, tout à fait. Alors, le Grand Prix des Nations, sa création est assez originale. À l'époque, les journaux voulaient vendre, et pour vendre, on peut évidemment suivre les événements, mais on peut créer soi-même son événement. C'est ce qu'avait fait Henri Desgranges, directeur de l'Auto, en créant le Tour de France. En 1932, il y a un quotidien qui monte en flèche, qui s'appelle Paris Soir. Paris Soir, c'est Jean Prouveau, c'est Lazareff, donc ils veulent de l'information, et Jean Prouveau et Lazareff veulent donner de l'importance à leur rubrique sportive, alors que c'est un journal généraliste, et ils débauchent 2 journalistes de l'Auto, spécialistes de cyclisme, et leur demandent de créer des événements. Alors on est en 1932, au printemps, on crée le Critérium national de la route qui, depuis, est devenu le Critérium international de la route. Et puis, il y a un créneau à l'automne, parce qu'à l'époque, après le Tour de France et le championnat du monde, et avant le Tour de Lombardie, mais qui restait une épreuve italienne, il n'y avait rien, il n'y avait que des critériums. Donc, on s'engouffre dans la brèche et on crée une compétition qui n'existait pas, c'est-à-dire la compétition du contre-la-montre individuel. Les coureurs partent individuellement, ils sont suivis par une voiture qui peut les dépanner, ils sont ravitaillés, mais c'est 142 km, c'est très important. Une étape du Tour de France, vous pouvez vous abriter du vent derrière un équipier, et puis il y a des moments où on roule moins vite, etc. Le Grand Prix des Nations, c'est un effort considérable pendant 4 heures, 3 heures, etc. Et ça suppose une préparation considérable. Il faut tenir pendant 142 kilomètres. Donc, le coureur qui veut gagner le Grand Prix des Nations, il doit s'entraîner sérieusement, c'est-à-dire faire lui-même le parcours ou l'équivalent des parcours pour avoir les 142 kilomètres. De nombreux champions qui ne s'étaient pas suffisamment préparés, eh ben, ils ont craqué après les 100 kilomètres parce qu'ils n'avaient pas les réserves. Et un coureur comme Anquetil ou comme Anton Emagne, dans les années 30, il a gagné 3 fois le Grand Prix des Nations et lui, il l'a gagné dans la dernière partie, la plus difficile, la vallée de Chevreuse. Parce qu'il gardait des réserves, hein. Il y a une stratégie. Hein. Même dans une course contre la montre individuelle, il y a des stratégies de course. Donc on se réserve, enfin le mot est fort, on roule de façon raisonnée pendant 100 km et puis on donne le maximum dans les 40 derniers kilomètres. C'est comme ça qu'Anton Emagne, que Fausto Coppi et qu'Anquetil ont gagné le Grand Prix des Nations. Alors ça se déroule tout au départ, pendant très longtemps, dans la vallée de Chevreuse, donc on est en Île-de-France. Tout à fait, ça s'appelle pas encore l'Île-de-France, on part de Versailles, on fait un grand crochet vers Ably dans le sud, et puis on revient par justement les fameuses, la vallée de Chevreuse avec les côtes célèbres, les côtes de Picardie, Saint-Rémy de Chevreuse, etc. Et c'est là où c'est passionnant. Et on arrive, qui n'existe plus, sur la piste du Parc des Princes. Quand on gagne le Tour de France, on gagne personnellement et pour son équipe. Quand on gagne le Grand Prix des Nations, on gagne personnellement et pour sa nation. Non, alors, le Grand Prix des Nations, le titre se justifiait au départ parce que les organisateurs créaient un classement par nation. Et puis ils ont rapidement renoncé parce qu'il y avait des grandes nations, il y a des petites nations, mais c'est resté. En fait, c'est une course individuelle et le vainqueur est Monsieur Anquetil et pas la France. Enfin, la France par ricochet. Voilà, mais par patriotisme, on va quand même dire que sur 72 épisodes du Grand Prix des Nations, la France a gagné 36 fois. Ah ben tout à fait. Mais il y a eu des Belges, il y a eu des Espagnols, Luis Ocaña, il y a eu des Suisses, Hugo Koblet, Merckx, etc. Donc il y avait une véritable compétition internationale. L'épreuve se déroulait un des dimanches, qui suivait donc, vous l'avez dit, la rentrée des classes. C'était donc le grand classique de fin de saison. Après, c'était fermeture de... Non, alors après, il y avait Paris-Tours, le Tour de Lombardie, et il y avait d'autres compétitions contre la montre, parce que le Grand Prix des Nations s'adressait à des coureurs qui faisaient une préparation spéciale pour ce type d'épreuve, et qui étaient encore la possibilité d'aller à Lugano, en Suisse, et de terminer par le Trophée Baracchi, qui était toujours le 1er novembre, une épreuve contre la montre par équipe, organisée en Italie.
Grand Prix des Nations, vous voulez parler d'un élément essentiel de ce Grand Prix des Nations, ce sont les coureurs. Et là encore, il y a l'embarras du choix. Alors j'ai retenu, mais vous pourrez donner comment dire, votre panthéon à vous aussi. Le mien, moi j'ai commencé par Antonin Magne, oui. dont vous l'avez évoqué à l'instant, et puis alors Faustocopie. Bien sûr. Faustocopie, c'est merveilleux, quoi. Et Faustocopie, et c'était sa première venue en France en 1946. Il a étonné tout le monde. Alors on se demandait, on parle beaucoup de Faustocopie en Italie, mais qu'est-ce qu'il vaut sur le plan international? Et Faustocopie, dans ses 2 victoires de 1946 et 1947, a vraiment époustouflé le public francilien. Jacques Anquetil. Alors Jacques Anquetil, c'est le numéro 1. Pensez donc 9 participations, 9 succès. Il n'a jamais été battu. Et pourtant, les organisateurs voulaient faire de l'émulation. Alors, Anquetil était très fort sur 142 km. C'était vraiment le coureur sur de longues distances. Alors, pour persuader ses concurrents de venir quand même, à un moment, en 1956, on réduit le parcours à 100 km. Alors, Anquetil, ça ne lui plaît pas. Ben oui, on veut... Mais Anquetil s'adapte aux 100 km et il gagne les 100 km. Et ensuite, dans les années 60, pour attirer encore plus de coureurs, les organisateurs réduisent le parcours à 73 km. Anquetil relève le défi et gagne 2 fois. Il va participer 9 fois, 9 victoires. 9 victoires. Il fera mieux que 2 autres coureurs du Panthéon de la France. Bernard Hinault, oui. Charly Mottet. Oui, oui. Bien sûr. Alors Bernard Hinault a gagné 5 fois, il a été battu d'autres fois. Et puis Charly Mottet, on est déjà dans les spécialistes du contre-la-montre. Il y a moins de grands coureurs qui viennent. Ils se reposent sur le laurier du Tour de France ou du championnat du monde. Alors, je vous ai dit Charly Mottet, je vous ai dit Anquetil, je vous ai dit Hinault. Il manque quelqu'un, bien évidemment. C'est Poulidor. Ah bah oui, Poulidor. Et alors Poulidor, il n'a jamais gagné le Grand Prix des Nations. Si. Alors Poulidor est venu en 63, la première fois, crânement. À l'époque, c'était pas un spécialiste du contre-la-montre, Poulidor, mais il avait été sifflé à l'arrivée du Tour de France 63 qu'il avait perdu, et il a décidé crânement de tenter sa chance dans le Grand Prix des Nations. Anquetil n'était pas là cette année-là. Mais ceci dit, il a battu un grand spécialiste qui était Ferdinand Braque, le vainqueur de l'année précédente. Alors par la suite, Poulidor est revenu, il a été battu par Anquetil, et ensuite il est revenu, à mon avis, trop de fois. Pourquoi il est revenu sans peut-être trop se préparer? Parce que les organisateurs lui demandaient de venir. La présence de Poulidor sur 100 km, c'était l'assurance qui avait du public, et donc ça attirait les sponsors. Donc Poulidor n'a gagné qu'une fois, il a été battu une dizaine de fois, mais il a rendu service aux organisateurs. Voilà, mais même Poulidor, dans une voiture, derrière le cortège, dans le cortège du Tour de France, ça attire encore du monde, ça attirait encore du monde. Ah ben tout à fait, jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que Poulidor faisait le Tour de France, parce qu'il était très sollicité par un certain nombre de sponsors. Alors vous dites, ça c'est intéressant, vous l'avez laissé entendre à l'instant, mais il faut expliciter ça, que les vedettes qui venaient sans préparation, ça veut dire quoi la préparation à ce moment-là? À la seule fin de toucher un cachet, on va dire les choses aussi. Voilà. Elles sont régulièrement battues. Oui, parce que on peut se présenter au départ d'un critérium de 100 km, et puis même si on n'est pas très préparé, on peut le gagner. 142 km tout seul, ça suppose une préparation sur le long terme. Il faut faire des sorties d'entraînement de 100 km ou plus pendant plusieurs jours. Donc, je prends un exemple, c'est Roger Rivière. Roger Rivière, c'était un magnifique coureur, 2 fois recordman du monde de l'heure sur piste, qui est venu une année où Anquetil s'était abstenu. Alors, Rivière, fort de sa force, disons, n'a peut-être pas consacré à la préparation le temps nécessaire. Et il a été très fort pendant les 3/4 du parcours. Et puis là, c'était 100 km. Ensuite, il a buté, il était épuisé, et malheureusement pour lui, il a été battu de 4 secondes par un jeune Italien qui s'appelait Aldo Moser, le frère aîné de Francesco. Voilà, donc la leçon du Grand Prix des Nations, c'est que ça ne s'improvise pas, même quand on est un champion. Et on a eu quelquefois des vainqueurs surprises, mais c'était des gens qui avaient consenti une préparation. Une véritable préparation sévère. Et qui dit préparation, dit renoncement à des contrats de critérium qui sont rémunérés. Il faut rester chez soi pendant 15 jours, et puis aller sur la route et manger du kilomètre pendant plus de 100 kilomètres. Mais après, l'avantage, le vainqueur du Grand Prix des Nations, il peut, pour les renouvellements de contrats annuels, il peut avoir des prétentions financières supérieures, et il est retenu dans les épreuves sur piste diverses, c'est-à-dire les 6 jours à travers l'Europe et différents contrats.
72 éditions, 1932-2004. Quels sont les grands événements qu'on peut retenir? Moi, je pense par exemple aux éditions spécifiques de 1941 et 42, vraiment spécifiques. 41-42, c'est la guerre. Alors, c'est l'occupation allemande, et Paris Soir s'est réfugié à Lyon. Mais il y avait un Paris Soir à Paris et un Paris Soir à Lyon. Donc les deux éditions de Paris Soir voulaient organiser leur Grand Prix des Nations. Et il y avait, en accord bien entendu, d'une semaine à l'autre, il y avait 2 Grands Prix des Nations et il fallait avoir une autorisation pour passer. Et certains coureurs, certaines années, ont couru les 2 Grands Prix des Nations. Voilà. Qui gagne en 41-42, c'est un Français? Oui, c'est Émile Idé qui vit toujours, hein, qui vient d'avoir 100 ans, voilà, c'est la preuve que le cyclisme conserve. C'est clair, le bon message. Je pense à la victoire aussi, alors là, surprenante. Pas surprenante, on en connaît les raisons, des États-Unis. Ils avaient remporté leur première victoire au Grand Prix des Nations. Eh bien, elle ne sera pas attribuée, elle ne sera pas homologuée. Alors, c'est Lance Armstrong. Bon, ça ne va pas étonner nos spectateurs qui connaissent les avatars d'Armstrong. En fait, le Grand Prix des Nations commençait à avoir des concurrences, parce qu'il avait été créé un championnat du monde du contre-la-montre, qui n'existait pas, donc qui volait des vedettes au Grand Prix des Nations, et avait été créé aussi un titre olympique du contre-la-montre. Et Armstrong, lui qui choisissait ses courses, hein, qui ne venaient pas pour rien, en fait, il a fait le Grand Prix des Nations en 2000 pour se préparer pour avoir le titre olympique du contre-la-montre. Il a gagné le Grand Prix des Nations, mais il a été battu quelques jours plus tard pour le titre olympique. Il y a des coureurs qui étaient vraiment des seniors qui ont participé à ce Grand Prix des Nations. Je pense à Luis Ocaña, qui était un vrai patriote. Oui. Ils ont marqué vraiment l'histoire du Grand Prix des Nations. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous viennent à l'esprit? Rudy Altig, d'autres? Rudy Altig n'a jamais gagné. Parmi les grands vainqueurs, il y a Felice Gimondi, quand même, hein, vainqueur du Tour de France devant Poulidor, qui a gagné 2 fois. Et puis quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, c'est Herman van Springel, qui était un Belge assez taiseux, mais dur au mal. Van Springel a failli gagner le Tour de France 68. Et en 69, il bat quand même Poulidor dans le Grand Prix des Nations, parce que Poulidor avait une saison, il avait déjà 33 ans, il avait une saison très chargée, et peut-être il ne s'était pas suffisamment entraîné. Alors, on a beaucoup pleuré et Poulidor a été très très vexé. Hein. Généralement, il acceptait ses places de 2e, Poulidor, mais là, il était vexé d'être battu par Van Springel. Mais l'année suivante, Van Springel est venu pour un deuxième succès. Et puis si on parle de Belges, on en a oublié un, bien évidemment. Eddy Merckx, oui. Alors, Eddy Merckx, curieusement, n'est venu que 2 fois au Grand Prix des Nations. Il aurait pu gagner, mais peut-être il avait des engagements en Belgique. Bon, il est venu à ses tout débuts, à 21 ans, où il a été devancé par Anquetil, Gimondi. Mais là, c'était pour se tester. Et puis, il ne venait pas. Et il est quand même venu en 73, la première année de la décentralisation. Le Grand Prix des Nations était organisé en Vendée. Et bien entendu, il a gagné haut la main en battant qui? Luis Ocaña. Tant pis. Alors la légende, elle ne doit pas cacher bien sûr aussi le déclin, puis la disparition. Je dis la légende parce que quand on regarde l'ouvrage qui est avec beaucoup d'illustrations, on voit ces visages, ces gueules. Quand même, ils ont des gueules. C'est sûr. Hein. Ils ressemblent à quelque chose. Ils ne sont pas cachés derrière des lunettes avec un casque. Pas, le bonnet, quoi qu'on puisse en penser, ils n'ont pas d'oreillettes. Hein. Ce sont des véritables guerriers du vélo. Parce que maintenant, dans le vélo Tour de France, on a des oreillettes. On a malheureusement des oreillettes, hein, ce qui rompt l'initiative parce que tout le pouvoir est aux mains du directeur sportif qui a son écran, qui voit ce qui se passe et qui peut parler aux oreillettes. Alors, il fut un temps où un coureur moyen pouvait se lancer dans une grande échappée et aller jusqu'au bout. Maintenant, il est rappelé à l'ordre ou il est rattrapé parce qu'on est au courant de l'avance qu'il a. Donc le Grand Prix des Nations, il va décliner, il va même disparaître. Il va dire les courses contre la montre sont infernales pour les nerfs, alors celle-là, ce qui justifie peut-être que ça devait disparaître, c'est trop dur. C'était trop dur, c'est-à-dire que à cette époque-là, on est en 2004, le cyclisme paye davantage qu'avant. Donc on n'a pas besoin, quand on a une belle victoire durant l'année, on n'a pas besoin d'aller chercher le Grand Prix des Nations. On menait sa réputation. Donc il y avait de moins en moins de grands coureurs qui venaient. On a quand même eu Fignon, Armstrong en 2000, mais
le Grand Prix des Nations, son originalité, c'était une épreuve de spécialistes, mais dans laquelle les grands champions venaient se confronter. On a eu Zottmelk, on a eu Thévenet, qui n'ont pas gagné, mais qui venaient chaque année. À partir des années 1990, on a eu de moins en moins de champions, et on a eu des coureurs valeureux, mais qui sont des spécialistes du contre-la-montre, des gens comme Bormann, alors des gens qui dans le Tour de France ne font rien, sauf peut-être gagner la première étape, le prologue contre-la-montre. Alors qu'avant, on avait un coureur qui avait gagné le Tour de France, Antonin Magne, etc., faisait en plus des sacrifices pour gagner les nations. Donc, le Grand Prix des Nations, et puis, il y avait moins de comparaisons possibles, parce que l'avantage du Grand Prix des Nations, sur un même parcours, c'est que on pouvait, Anquetil, on lui demandait pas seulement de gagner, on savait qu'il allait gagner, mais Anquetil, il mettait un point d'honneur à améliorer son record de vitesse. Mais quand on est un jour au lac de Madine, le lendemain en Seine-Maritime, il n'y a pas de comparaison possible. Donc on a des bons coureurs, mais des spécialistes du contre-la-montre qui, évidemment, n'attirent pas le public et donc n'attirent pas les sponsors. Alors aujourd'hui, c'est le chrono des herbiers, c'est en Vendée, qui est autorisé depuis 2006 à s'intituler le chrono des nations, qui assure la continuité du Grand Prix des Nations. Mais là, j'ai l'impression quand même que le charme semble néanmoins un peu rompu quand même. C'est sûr que les vrais amateurs ont la nostalgie de la vallée de Chevreuse. Cannes a rempli son rôle, mais Cannes, le nouveau maire de Cannes, au bout de 13 éditions, a décidé de porter ses financements ailleurs, et c'est vraiment dommage. Alors, Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour de France et grand amateur, ami des nations, ne voulait pas que le Grand Prix des Nations, dont la disparition avait été programmée par le groupe ASO, disparaissent complètement, et il avait remarqué cette belle course, évidemment qui n'avait pas le niveau du Grand Prix des Nations, et pour relever le niveau de cette course, il a accepté de lui donner le label Nation. Donc le Grand Prix des Herbiers est devenu le Grand Prix des Nations, les Herbiers Vendée. Les Herbiers parce que la ville aide, et Vendée parce que le département de la Vendée aide aussi cette compétition. En 2020, un chrono des nations aux Herbiers, oui. Oui, c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. On croise les doigts. On verra bien. Allez, dernière question. Moi, j'aurais pu parler pendant 107 ans du cyclisme et vous écouter et apprendre surtout. Aujourd'hui, le grand nom du cyclisme français, c'est Alaphilippe. Oui, c'est Alaphilippe parce que c'est un coureur à panache et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à attaquer en début de Tour de France, puisqu'il a remporté, comme l'année dernière, il a remporté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la deuxième étape. Il se vêt de jaune, il a conservé son maillot jaune dans une étape difficile, certes, d'Orsières-Merlette, qui avait sacré au Cagnard il y a un certain nombre d'années. Et alors, il ne gagnera peut-être pas le Tour de France, mais il aura montré à la France entière, enfin, à la France sur le parcours du Tour, son maillot jaune, et il aura contribué à rendre encore plus populaire le sport cycliste. Et derrière Alaphilippe ? Alors, je parle pour les Français. On a Pinot, on a Thibaut Pinot, malheureusement qui a eu des ennuis, sa chute du premier jour, mais visiblement il se remet, donc on conserve notre amitié, notre confiance à Pinot. Il y a Bardet, mais Bardet, il a montré l'année dernière qu'il était un peu arrivé à son plafond. Et moi, il y a un petit coureur que j'aime bien qui s'appelle Guillaume Martin. Alors Guillaume Martin, qui a terminé 3e hier, il a une particularité, c'est que c'est un véritable diplômé. Il est diplômé en philosophie. Il a publié une pièce de théâtre, un essai philosophique assez amusant, et il veut montrer que le cyclisme, c'est pas simplement un sport de gros mollets et de cerveau réduit. Donner ses lettres d'or au cyclisme. Et il a produit un livre très, très intéressant dans lequel il parle évidemment c'est un roman, les équipes, alors vous avez l'équipe d'Aristote, des Grecs avec Aristote, Platon et Socrate comme leader. Vous avez l'équipe allemande avec les philosophes allemands, avec Nietzsche. Voilà, il essaie de réconcilier les activités intellectuelles avec le sport cycliste. Didier Bootis, merci. Je précise aux téléspectateurs que cette émission a été enregistrée dans les premiers jours du Tour de France. C'est pour ça que, bien évidemment, Didier Bootis ne peut pas vous donner les résultats. Il est comme nous, il ne les connaît pas. Et c'est tant mieux, finalement. Allez, la grande et fabuleuse histoire du Grand Prix des Nations. Je vous invite vraiment à découvrir ces pages-là. Vous allez retrouver toutes ces gueules, tous ces cyclistes qui finalement nous accompagnent depuis tant et tant d'années, avec plaisir. Merci Didier Bootis. Merci, Martial.